chapitre incroyable que je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas comment traiter tout cela tellement le nombre d'informations, de nouvelles et de chamboulements dans l'univers géopolitique de One Piece est incroyable. Mais malgré tout, je ne faillirai pas à ma tâche et je traiterai de tout ce que ce chapitre 956 de One Piece a pu nous apporter dans cette review. Mais avant de commencer la review, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Je vais essayer de suivre la chronologie du chapitre afin de ne rien oublier et de traiter toutes les données comme il se doit. Le deuxième acte de Wano Kuni ayant été terminé dans le chapitre 955, Oda s'est permis de retourner du côté de la rêverie à l'aide d'un entracte et du monde qui entoure Wano Kuni totalement fermé pour montrer les conséquences de cette dite rêverie. Le chapitre commence par quelque chose qui s'est passé avant. En effet, nous voyons Garp accompagner Neptune et Shirahoshi jusqu'à l'île des hommes poissons. Il leur explique que selon lui, pour finir, la rêverie est juste un règlement de compte des pays plus forts, alors que les plus faibles se courbent incapables de faire quoi que ce soit, mais que tant que le sang ne coulait pas, on pouvait parler de paix, et que cela lui convenait, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, cette rêverie a causé des conséquences sans précédent dans le monde de One Piece, à commencer par un certain incident. Garp met alors au courant Neptune de cet incident qui s'est produit et dont la marine fera sa plus grande priorité, un incident qui concerne le royaume d'Alabasta. J'en avais parlé dans une review durant l'arc de la rêverie, mais il était logique que quelque chose allait se produire à la rêverie, et surtout autour de Cobra et de Vivi, qui allaient dépasser leurs limites en posant des questions dangereuses. De plus, avec la scène où Imusama a une affiche de Vivi en main et la fameuse purge, il était difficile de concevoir qu'ils allaient les laisser partir tranquillement. Et c'est ce que pourrait nous expliquer Garp. Alors qu'il était sur le navire raccompagnant la famille royale des hommes poissons, il a appris que quelque chose était arrivé à la famille royale d'Alabasta. Nous pouvons voir que Shirahoshi dit Vivi-sama, une technique très utilisée dans les mangas pour montrer d'une certaine manière que Vivi était clairement dans le lot de l'incident, qu'elle faisait partie des informations lâchées par Garp. Mais le mot mort n'a pas encore été utilisé à ce moment, même si cela est très vite compris par ce qui vient ensuite, c'est-à-dire Morgans qui dit qu'il y a eu des morts à la rêverie. Après un retour au présent, c'est-à-dire une semaine après la rêverie, le média de Morgans est dans une hâte incroyable de révéler les bouleversements du monde entier. Mais il y avait un infiltré du Cypherpol qui voulait les menacer et atteindre la vie de Morgan afin de censurer l'information. Morgan ne se laisse clairement pas faire et dit qu'il reste un journaliste et qu'il choisit quand il ment et quand il partage des informations importantes. Le mensonge renvoie à l'article du 5e empereur qu'elle lui fait à la fin de l'arc Whole Cake Island. Morgans, d'ailleurs en bon youtubeur, cherche la meilleure miniature et le titre le plus accrocheur pour ses informations incroyables. Et c'est bien le seul à utiliser le mot mort du chapitre. D'ailleurs, dans la version française que j'ai lue, le mot est au pluriel et Morgans parle alors de plusieurs morts, alors que dans la version anglaise, que j'ai lue aussi, on parle d'un seul mort, donc à voir quelle est la bonne traduction et quelles sont les conséquences de cette différence. Nous pouvons clairement voir une scission entre Morgans et le gouvernement mondial. Morgan déplace même son quartier général afin d'être plus en sécurité et prend le risque de révéler ce que le gouvernement mondial voulait cacher au monde, c'est-à-dire les multiples conséquences de la rêverie. Nous pouvons d'ailleurs clairement considérer, au vu du chapitre, que la purge dont parlait Imusama et le Gorosei a déjà commencé. Alors que les nouvelles se sont répandues à travers le monde, choquant les populations, on retrouve au royaume Kamabaka, Dragon et les révolutionnaires qui ont changé de quartier général depuis l'attaque de Barbe Noire à Baltigo. Nous pouvons voir Dragon sans aucune blessure apparente et il a l'air d'aller très bien, ce qui n'est pas le cas de son second, Sabo, qui fait partie de la fameuse une des journaux qui, au vu des réactions des révolutionnaires et des proches de Sabo, serait mort durant la rêverie. Bien évidemment, cela n'a pas été confirmé, mais on peut songer que le mort dont parlait Morgans était bien Sabo, étant donné qu'il fait la une de son journal. Sabo aurait-il tenté de sauver Cobra et Vivi? Les trois sont peut-être encore vivants. Personnellement, je ne pense pas qu'il serait intéressant de voir Sabo déjà mourir alors qu'il vient de revenir et qu'il vient de récupérer le fruit du démon de son défunt frère, Ace. Surtout que s'il en venait à mourir, son traitement serait très redondant et qu'on arriverait vraiment à avoir un total Ace 2.0, ce qui me décevrait énormément. Mais il est là tout le génie de Oda, car à aucun moment il a été précisé que c'est Sabo, Vivi ou Cobra qui est mort, mais ce sont les réactions des proches de ces personnages qui nous le font comprendre. Des réactions assez explicites sur ce qu'il leur aurait arrivé, mais je pense qu'ils auraient réagi plus ou moins de la même manière s'ils avaient été capturés et enfermés à Impel Down. En tout cas, il est un peu trop tôt pour se prononcer, mais c'est très mal parti pour ces personnages. Pour finir, Morgans a peut-être menti et démesuré l'information, ce qui m'étonnerait cette fois étant donné qu'il a été à l'encontre du Cypherpol pour traiter de l'information et que le narrateur parle clairement de nouvelles que le gouvernement voulait étouffer. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on n'aura certainement aucune réponse dans les prochains chapitres, au vu de la technique de Oda que de nous faire attendre énormément de temps avant de comprendre ce qui s'est passé. Un peu comme le déroulement du raid de Barbe Noire au quartier général des révolutionnaires à Baltigo à la fin de l'arc de Dressrosa, où nous n'avions plus revu Dragon depuis jusqu'à ce chapitre
chapitre pour nous faire comprendre qu'en fait, il va bien. En tout cas, Dragon parle de vérification d'informations et donc nous verrons à travers le temps comment cela se dégoupillera. Mais il y a de fortes chances que Oda commence très bientôt l'acte 3 de Wano Kuni et nous laisse en plan par rapport à toutes ces informations. Comme dit précédemment, on continue le chapitre avec les réactions de tous les proches de Sabo, allant de Kohala, qui a la case d'à côté où nous pouvons remarquer que toujours à Kamabaka, on parle d'un contact perdu avec eux, au pluriel, et que Sabo n'était pas seul, mais bien avec les autres commandants de l'armée révolutionnaire. Ainsi, je me demande pourquoi le journal ne parle que de Sabo. Ce chapitre apporte vraiment trop de questions d'un coup, j'ai du mal à suivre. Mais continuons avec les réactions de Dadan, et surtout celle de Makino qui est assez différente que la réaction qu'elle a eue avec Ace. En effet, personnellement, le comportement qu'elle a et le dessin de cette case me fait vraiment penser à une veuve, avec le bébé juste devant, la fermeture du bar alors qu'elle pleure la perte de Sabo toute seule. Alors que nous passons maintenant aux personnalités plus importantes dans le monde de One Piece, avec Doflamingo qui rigole de la situation dans sa cellule à Impel Down, et aussi et surtout Barbe Noire qui avance encore quelque chose de très intéressant et important dans l'intrigue de One Piece. En effet, il se met en action, il commence à bouger car il veut s'emparer de quelque chose avant la marine. Il y a tellement de théories possibles à propos de cette chose que je reviendrai vers vous avec beaucoup de théories autour de ce chapitre, dont bien évidemment cette chose. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être notifié de la sortie de cette théorie. La suite du chapitre est encore très intéressante mais super frustrante car elle vient confirmer une théorie que je comptais vous proposer très prochainement et qui tombe à l'eau. En effet, pour ma précédente vidéo, j'avais le choix entre théoriser sur le traître de Wano Kuni ou sur le rôle de X-Drake à Wano en premier. Et avec la hype du dernier chapitre, j'ai préféré parler du traître, sans m'imaginer que Oda fera un entracte pour retourner du côté de la chute de l'équilibre mondial avec la mise en avant du rôle de X-Drake dans ce même chapitre. Car oui, X-Drake est en réalité toujours un marine et fait partie d'un groupe particulier dont il est le commandant, les forces spéciales secrètes SWORD. Et Koby faisant partie aussi de ce groupe très intéressant, dont il sera malgré tout le sujet de ma prochaine théorie, que vous aurez en cette fin de semaine, est donc mis au courant de l'alliance Kaido Big Mom, alors qu'il révèle à Drake que la marine ne pourra pas bouger, car la situation de la crise mondiale est dans un tel état que même en regroupant tous les soldats de la marine du monde entier, ils ne pourront pas régler cette dite crise. Vous comprendrez qu'en effet, le déséquilibre du monde a commencé et la rêverie a entraîné la chute de la géopolitique du monde entier et sa destruction. Car en effet, Koby est en route pour Amazon Lily, Fujitora ayant réussi son objectif premier, détruire le système des Shichibukai, des grands corsaires qui redeviennent de simples pirates. L'une des trois puissances mondiales qui permettait l'équilibre du monde a alors totalement disparu. Deux empereurs qui s'allient de l'autre côté, les révolutionnaires qui perdent potentiellement leur second, un roi tué en pleine rêverie. Ce chapitre est juste pour moi le meilleur de 2019 et les conséquences de la rêverie sont sans précédent. Quand on pense que Oda nous hype aussi du côté de la guerre entre Luffy et les empereurs Kaido et Big Mom en disant qu'elle changera la destinée du monde, on peut lui faire totalement confiance au vu de comment il a respecté sa promesse par rapport à la rêverie, car il avait dit quelque chose de similaire. Les derniers corsaires restants sont donc tous attaqués par la marine, comme l'avait pressenti Mihawk en prévenant Perronin qu'il serait dangereux de rester avec lui, et nous pouvons imaginer que les conséquences de ces actions et de ces guerres seront énormes, et je reviendrai vers vous avec une théorie très vite autour de ce sujet. Il s'agit des rois Cobra et Riku III qui ont avancé la situation dans leur pays à cause des corsaires, ce qui a fait voter les rois en faveur de l'abolition de cette loi. Le chapitre se termine alors avec les corsaires prêts à se battre et se défendre face aux plusieurs navires qui les attaquent, et la parole qui met fin au chapitre est une parole de Hancock qui dit qu'elle espère qu'ils n'ont pas oublié que s'ils ont été recrutés, c'était uniquement car ils étaient très forts. Donc les corsaires ont confiance, et cela sera intéressant de voir comment ils vont se défendre, mais j'imagine qu'on aura droit seulement à une ellipse et puis des informations à travers des journaux ou une remise en avant de certains personnages qui nous montreront leur état. Personnellement, malgré la hype autour de Wano Kuni, j'aimerais bien que son troisième acte soit mis en pause pour l'instant et qu'on se concentre autour de la suite de ce chapitre. Mais il est très fort probable que à partir du prochain chapitre, voire dans 2-3 chapitres, nous sommes déjà de retour à Wano Kuni. Oda est très fort, sa qualité d'écriture est incroyable et son génie parle de lui-même, encore une fois dans ce chapitre. La rêverie a apporté son lot de réponses, de nouvelles questions et d'intrigues incroyables et l'événement ne se marquera pas seulement sur la timeline de l'univers de One Piece comme étant le déclencheur de la chute et le déséquilibre de la géopolitique du monde entier, mais aussi auprès des lecteurs qui en garderont un souvenir fou. Ce chapitre est clairement, personnellement, mon préféré depuis 2019 et je suis très content d'un côté mais méga frustré de l'autre car la hype est extrême mais les réponses ne feront pas suite directe à ce chapitre. Et toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? Laisse ta réponse en commentaire, l'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette review et donc de cette vidéo qui est un peu plus longue que la moyenne de mes reviews en termes de durée, tant il y a à dire, et dis-toi que là, j'ai dû me freiner car j'aurais pu avoir le double des pages et donc de minutes. Mais je préfère, pour théoriser, de le faire
faire à froid et apporter une argumentation plus solide, non fondée sur de la hype mais plutôt sur des faits. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite alors à laisser le pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines théories. Pour terminer, tu peux partager la vidéo, ça aide au référencement de la vidéo et donc de la chaîne et je t'en remercie grandement. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.